Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV. Comme tous les jours, on ouvre cette émission avec une page de notre actualité. Notre dossier du jour est consacré à la Biennale d'architecture qui se tiendra à Versailles pour sa 3e édition sur le thème Ville vivante. L'occasion pour nous de questionner nos vies et puis nos villes, bien sûr. Qu'est-ce qu'un environnement agréable? Qu'est-ce qu'un environnement harmonieux? Qu'est-ce qu'une ville durable? Qu'est-ce qu'une ville désirable même? Qu'est-ce que le beau aussi? Alors même que vous le savez, cette notion est parfaitement subjective. On va répondre à ces nombreuses questions sur les enjeux de la ville de demain et on le fait bien sûr avec nos excellents invités en plateau et en visio. En culture, l'exposition Worth, c'est au Petit Palais et ça retrace tout simplement l'invention de la haute couture. Vous allez voir, c'est une histoire qui est parisienne à 100% et Paris est bien la capitale de la mode, ça ne fait aucun doute. De l'éco et de la conso avec cette grève que vous éprouvez certainement au quotidien et ce depuis le 19 mai, celle des taxis. On vous explique les raisons de la colère, on le fait bien sûr avec Benoît Perrin. Et j'aimerais qu'on ouvre cette édition avec le tweet de Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Nous avons inauguré, je la cite, la 3e édition de la Biennale d'architecture et du paysage de l'Île-de-France à Versailles. L'occasion de réfléchir collectivement aux solutions pour nos villes de demain, vivantes et durables. 3e édition donc de cette Biennale d'architecture et de paysage qui se déroule à Versailles et ce depuis le 6 mai jusqu'au 13 juillet. Les plus beaux lieux de la ville qui vont être mis à l'honneur au travers d'une programmation diversifiée qui nous invite à réfléchir cette année sur la ville vivante, une ville belle, une ville désirable. Alors comment construit-on intelligemment la ville de demain? Eh bien c'est la question de cette émission et on va la poser évidemment à nos invités. François de Mazières, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le maire du Verdrois de Versailles, auteur de Pour une ville belle aux éditions Erol. Vous êtes accompagné en plateau d'Henri Bava, paysagiste. Merci beaucoup d'être avec nous. Et en visio, Frédéric Quevillon, vice-président du Conseil régional des ordres des architectes d'Île-de-France. François de Mazières, une question pour vous déjà pour parler de cette biennale d'architecture et de paysage à Versailles qui a un moment très attendu. C'est en train de s'installer comme une institution. C'est déjà la 3e édition. Qu'est-ce qui vous a donné envie de continuer cette aventure? Alors d'abord, c'est une biennale de l'Île-de-France, donc c'est une initiative qui appartient à la région Île-de-France et à sa présidente Valérie Pécresse. Et j'en assure le commissariat général. J'en assure ce commissariat parce que j'ai présidé il y a quelques années la Cité de l'Architecture et du Patrimoine et qu'effectivement, je suis passionné par ces sujets. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est la jonction entre l'idée de la construction et l'architecture, et celle aussi des jardins, de la nature. Et nous avons une ville très particulière pour ça, parce que vous avez une école nationale d'architecture dans un lieu magnifique, construit par Mansart. Ce sont les petites écuries qui sont juste en face du château de Versailles. Et puis, vous avez aussi l'école nationale du paysage qui se trouve dans le potager du roi. Et c'est 2 lieux extrêmement beaux à visiter. Et l'occasion aussi de dire que dans ces lieux qui sont aujourd'hui des lieux de transmission, on peut parler à la fois d'architecture et de paysage. Et c'est la ville au monde, sans doute, où on peut parler de façon la plus évidente de ce rapport entre le construit et la nature. Et c'est vrai qu'il y a aussi une dimension patrimoniale évidente dont on aura l'occasion de parler. On va parler du beau et c'est vrai qu'à Versailles, c'est un sujet à dessein. On a envie de comprendre ce qu'on appelle une biennale. C'est quoi une biennale d'architecture et de paysage? Ça sert à quoi pour les professionnels du métier? Vous qui êtes paysagiste. Normalement, une biennale, ça se passe tous les 2 ans. D'accord. Déjà, et la particularité de Versailles, si j'ose dire, monsieur le maire et pour la région, c'est que ça se passe tous les 3 ans. Donc c'est une biennale qui a lieu tous les 3 ans. D'accord. Et qui a... Covid. Avec énormément de raisons, mais finalement, on aime ce rythme aussi. On a le temps de préparer la prochaine. Tout à fait. Et on donne rendez-vous finalement au public autour d'un thème. Les thèmes changent à chaque fois. Et ce n'est pas un espace où on vend des œuvres d'art, mais on présente des idées finalement, des actions. Comment agir? Et cette fois-ci, le sujet, c'est le climat. On parle de la ville vivante, mais aussi le thème principal. C'est la durabilité. C'est la durabilité, le climat. Comment on agit face au climat? Si votre question concerne le paysage, la 3e biennale, c'est-à-dire que la première concernait le goût du paysage.
Les paysages ne sont pas simplement beaux ou moins beaux, mais ils ont un goût, c'est-à-dire ce sont nos agriculteurs qui produisent. Et on sait à quel point c'est un sujet important. C'est important, donc c'est Alexandre Chemetov qui avait développé cette idée du goût du paysage en montrant les différentes manières de travailler dans nos territoires agricoles. La deuxième biennale, c'était Gilles Clément et Coloco, un autre paysagiste, qui parlait de la préséance du vivant. Donc le vivant, sous toutes ses formes, nous préexiste, nous humains. Donc nous intervenons sur des sites où le vivant est déjà là. On en parlera peut-être tout à l'heure. Bien sûr. Et cette fois-ci, pour cette biennale, toujours pour répondre au thème de la ville vivante et du climat, nous avons choisi donc de développer l'idée de parler des paysagistes. Donc les paysagistes comme un métier, un maillon de la chaîne, un maillon de la chaîne, un métier, je dirais, clé pour faire en sorte, pour mobiliser des populations, pour travailler avec des habitants dans un site, pour leur donner envie de leur ville désirable, leur montrer leur contexte, les particularités, les opportunités à développer sur place. Et pas uniquement. Donc c'est un dialogue aussi avec les citoyens. C'est essentiellement, je dirais, un dialogue avec les citoyens. On ne travaille pas, je dirais, un objet. Nous sommes sur des territoires, nous sommes sur des territoires habités. L'idée, c'est de développer à chaque fois une intelligence collective. Parce que pour agir sur la ville, le climat, il faut provoquer une certaine appropriation de la population. Bien sûr. Donc, des élus, bien sûr. Nous sommes très contents quand les élus reprennent ce que nous avons proposé ou ce que leur idée, je dirais, remaniée ou conformée. Mais aussi, surtout, je dirais, la population, quand, ce qu'on appelle le code source, finalement. Sur chaque site, nous donnons une idée, je dirais, maîtresse, qui n'est pas encore complètement formalisée, qui appelle tout un chacun à entrer dans le jeu, à justement ces espaces. Vous avez raison de parler de ça. On y reviendra évidemment. Frédéric Quevillon, j'ai envie de comprendre ce que ça représente aussi pour les architectes d'Île-de-France, pour tous ceux qui font ces métiers. On n'arrête pas de nous dire que nos villes ne répondent pas aux enjeux, ne répondent pas aux besoins. Est-ce que c'est un vrai enjeu aujourd'hui que de réussir à rendre nos villes plus agréables, plus désirables, plus belles ? Oui, c'est un énorme enjeu et c'est aussi l'enjeu de rassembler tous les acteurs qui font la ville, parce que tout seul, on ne fera pas grand-chose, mais à partir du moment où on rassemble architectes, paysagistes, décideurs, je pense que c'est là où on peut arriver à avoir une ville désirable et arriver à intégrer toutes les contraintes des différents intervenants. Et c'est en ça que le CROAIF, donc le Conseil régional de l'Ordre des architectes d'Île-de-France, soutient la Biennale d'architecture et de paysage, que sa programmation correspond aux priorités politiques de l'institution à travers la place du vivant dans la fabrication de la ville, l'harmonie paysagère et architecturale en Île-de-France, la conciliation du patrimoine et de l'environnement au regard du changement climatique. Donc c'est devenu un élément très très important. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a évoqué les commissaires de la partie paysage, oui, mais on n'a pas évoqué les commissaires de la partie architecture. Bien sûr, allez-y, je vous en prie. Le vice-président de l'Ordre. Alors, vous avez Christine Lecomte. Christine Lecomte était l'ancienne présidente de l'Ordre des architectes, l'Ordre national. Et Christine Lecomte a écrit un livre important qui s'appelait « Réparer la ville ». Oui, tout à fait. Parce que c'était sous l'engagement, la conviction qu'aujourd'hui, compte tenu du problème aussi du réchauffement climatique, vous savez que le réchauffement climatique est occasionné aussi par la construction, et c'est au moment de la construction que l'on dégage le maximum de gaz à effet de serre. Et que donc aujourd'hui, on est plus dans une logique de dire l'existant, il faudrait le réhabiliter, le refaire. C'est d'ailleurs ce que vous dites dans votre livre. Ce que je dis, bien sûr, c'est une idée fondamentale aujourd'hui, si vous voulez, la réflexion sur la ville. On ne détruit pas pour reconstruire, on essaye de comprendre comment on fait vivre finalement nos espaces. L'existant. Et en plus, c'est vrai que si vous voulez s'emparer de ce qui existe pour le transformer, pour le magnifier, c'est extrêmement intéressant aussi pour les architectes. Parfois, il faut détruire le bâtiment parce qu'il n'a plus d'intérêt, parce qu'il est vraiment en ruine. Mais si on peut le préserver, c'est bon pour la planète. Enfin, ça, c'est une première exposition. Et puis, vous en avez une autre, elle est faite par Christine Lecomte et Cécile Duguay. Et puis, vous avez une autre exposition qui se trouve, elle, dans ce lieu assez extraordinaire qui est l'écurie, la petite écurie, qui est aussi le siège de l'école d'architecture. Et là, c'est une exposition qui est faite par Philippe Ram, qui est un architecte suisse, qui est le grand spécialiste de la question du réchauffement climatique. Il le fait avec Sana Frini, qui est une architecte qui vient du Mexique,
Et tous les deux s'intéressent au fait de comment répondre au fait qu'on sait que c'est inévitable. En 2100, il fera 4 degrés de plus. Comment finalement on va voir? Et puis ils répondent maintenant, j'imagine. Commencer à y réfléchir, on sait qu'on n'est déjà pas tout à fait en avance sur le sujet, mais commencer à répondre à ces enjeux de demain finalement. Quand on parle de la ville de demain, c'est vrai que tout le monde se dit c'est nécessairement une ville du futur et on s'imagine tout de suite quelque chose d'assez fantasque, d'assez utopique finalement. Quand on parle de la ville de demain, on parle de cette ville-là que vous nous décrivez, cette ville où il fera plus de 4 degrés que ce qu'on connaît actuellement et où il va falloir s'adapter. Il va falloir s'adapter et dès maintenant, si vous voulez, tout le travail des paysagistes consiste justement à revégétaliser les villes. C'est aussi des convictions des élus. Les élus portent beaucoup ça. Et ce livre d'ailleurs que je fais est vraiment consacré aussi à montrer qu'il faut avoir une vision positive. Parce que vous savez, on se lamente, on parle de la France moche. C'est vrai, la France, c'est enlaidi, les entrées de ville, c'est la France moche, tout le monde en est d'accord. Mais il y a aussi des choses très positives qui se passent. Qui sont mises en place. Et on a un moment de bascule. On a un moment de bascule où cette préoccupation environnementale va faire que peut-être on va avoir une nouvelle esthétique architecturale. Il faut s'en saisir. C'est l'occasion de se réinventer sans détruire l'existant. On a bien compris ce que vous nous expliquiez. Justement, est-ce que dans votre métier, vous éprouvez déjà ces évolutions? On parle du réchauffement climatique, on parle des perturbations liées au climat au sens large du terme. Est-ce que dans votre métier, c'est déjà quelque chose auquel vous faites face? Non pas que vous prévoyez, mais auquel vous faites face aujourd'hui? Ce sont des transformations auxquelles on est habitué, je dirais, depuis longtemps. Je pense à certains projets comme des petits lycées, par exemple, à Nîmes. Le lycée Philippe Lamour, Nîmes a été une ville qui a été inondée, qui a subi des inondations avec des victimes. Et dès les années 92, la ville devait quand même se développer, en dépit de ces inondations qui pouvaient revenir. Et dans un des quartiers bas de la ville devait développer un lycée. Et donc nous avons développé ensemble avec des architectes, c'est vraiment le cas d'une collaboration fructueuse entre architectes et paysagistes. Les architectes sont Cusi Maraval et les paysagistes de l'agence Terre, développer un lycée inondable. Un lycée pour 1200 élèves. Ça peut faire peur dire comme inondable, donc dans une zone inondable. C'est-à-dire où tout se passe bien justement si on est inondé. Et la solution déjà à l'époque, c'était de dire il faut découpler l'ensemble des réseaux, faire en sorte que quand il pleut, l'eau reste sur place. Elle reste dans des jardins qui sont légèrement en creux, qui sont des jardins inondables justement, que l'ensemble des constructions du lycée, tout est construit sur des tertres légèrement surélevés, avec des passerelles reliant les unes aux autres. Et donc, on peut imaginer finalement une combinaison, un dispositif, y compris pour un lycée. On n'est pas uniquement dans des grands ensembles, dans des grandes places publiques et autres. Ça peut être dans des petits équipements. On peut imaginer des dispositifs qui prennent en compte, qui sont intelligents, ensemble, architectes et paysagistes, et aussi ingénieurs, quand ils acceptent de lâcher les tuyaux et de travailler avec nous sur les volumétries et anticiper l'inondation. Frédéric Quevian, c'est vrai qu'on pose souvent dans cette émission la question de la désirabilité de nos villes, de la désirabilité notamment de Paris. C'est vrai qu'on questionne souvent Paris puisque les Parisiens préfèrent pour certains fuir la capitale à mesure que leur envie d'y habiter peut décroître. C'est pas le cas de tout le monde évidemment et ça reste une des plus belles villes au monde. Mais on sait qu'il y a ces enjeux qui sont là. Est-ce que c'est un sujet dont on doit vraiment se saisir et où il faut qu'on s'investisse quotidiennement si on veut recréer de l'attractivité dans nos villes, dans nos territoires? Oui, c'est un travail de longue haleine et qu'il ne faut pas lâcher. Et comme l'a expliqué mon confrère paysagiste, c'est aussi des paradigmes à changer. Il y a des choses, je pense que architectes et paysagistes sont des gens qui ont plein d'imagination, plein d'idées, capables de... c'est un peu dans notre ADN de penser la partie environnementale et écologique. On est intrinsèquement des écologistes quand on fait ces professions-là. Après, c'est aussi, comme avec l'exemple du lycée qu'il a donné, qui est très bien, c'est aussi le changement et l'acceptabilité du maître d'ouvrage ou des gens qui vont vivre les choses d'une façon différente, qui a aussi évolué. De rendre un lycée inondable, c'est une chose nouvelle et finalement ça ne met pas les gens en péril ou en danger pour autant. Donc la désirabilité de la ville doit pouvoir se faire avec ces nouveaux paradigmes en mêlant la pérennité des matériaux, le réemploi, puisque évidemment que réparer la ville, initié par Christine Lecomte, comme le dit monsieur... Le maire de Versailles, c'est quelque chose qui est primordial pour nous plutôt que de démolir. Et c'est en faisant cette pérennité des bâtiments et des matériaux et le réemploi, le réusage, qu'on va aussi créer une histoire. Et c'est l'histoire qui va rendre les choses aussi désirables.
J'aimerais qu'on écoute les mots de Jonathan Sixou. Il était venu dans l'émission dans Bienvenue en Ile-de-France le 4 novembre 2024 et on avait justement parlé de ce sujet de la ville désirable. Une ville désirable, c'est une ville déjà dans laquelle on se sent bien. Qu'est-ce que c'est être bien dans une ville? C'est avoir, avec nos codes à nous, c'est avoir des monuments historiques entretenus, bien entretenus. C'est une ville sécurisée, c'est une ville dans laquelle on n'a pas peur de sortir le soir tard, où l'on peut marcher le long du fleuve, par exemple, en toute sérénité, en toute sécurité. Et s'y baigner? Je plaisante. C'est être bien, ne pas craindre pour ses biens, si je puis me permettre, c'est-à-dire aussi bien pour sa voiture que son vélo, que son appartement, vous voyez, c'est tout ça. Et tout ça crée une vaste équation. Une vaste équation et une définition qui peut varier selon ce qu'on entend par là. Pour vous, c'est quoi déjà une ville désirable, François Mazières? Une ville désirable, c'est une ville, je dirais, où on est heureux d'y vivre, tout simplement. On se sent bien, on se sent... C'était juste tout ce qui dit, tous ces arguments, à la voir, pas être inquiet. Et la beauté est une notion importante. On dit toujours c'est subjectif. Mais alors justement, ça m'intéresse, ce sujet. Vous ne trouvez pas que c'est subjectif, le beau ? Bien sûr, c'est ce que j'essaie de développer. Le beau est subjectif. Mais regardez, si vous n'avez pas la volonté de faire le beau, vous donnez les clés à des logiques purement financières. Et quand vous êtes maire, je peux vous dire qu'il faut se battre pour que les projets ne soient pas seulement, si vous voulez, des opérations immobilières où quelqu'un finalement fait un gain ou arrive à maximiser ses recettes, ce qui est tout à fait logique lorsqu'on est entrepreneur. Mais il faut qu'on se dise que ça doit être quelque chose qui va plaire. Et vous savez, moi, quand je suis dans la rue, les gens m'apostrophent, et quand ils me parlent de quelque chose, ils commencent par me dire « c'est beau ou c'est laid ». D'accord. Et donc, je me dis, mais il faut assumer. Nous sommes des élus qui doivent être responsables puisque c'est les gens qui nous demandent ça. Et au fond, si vous voulez, la notion de beau, elle évolue dans le temps. Vous êtes au XXe siècle, on est un siècle finalement de confiance, et après ces deux séismes des guerres mondiales, il y a des volontés de construire. Et on est dans l'époque dite moderne de l'architecture. Et puis c'est aussi le béton qui vous permet de faire des choses extraordinaires, qui est un matériau extraordinaire. Mais on sait que ça donnait aussi lieu à des villes qui sont un peu stéréotypées, des barres d'immeubles parfois. Il y a eu des ratés, on peut le dire. Il y a eu des ratés. Et aujourd'hui, on est à un moment différent. On est à un moment différent parce qu'on retrouve la notion de la proximité avec les matériaux, les matériaux vivants. On retrouve l'intérêt de la pierre. On retrouve l'intérêt aussi des isolations avec des matériaux qu'on n'imaginait pas, qui sont tout simplement venus de la nature. Tout ça, c'est le moment. On revient un peu aux fondamentaux aussi. On revient aux fondamentaux. Et je me dis, il y a une esthétique qui est en train de revenir, une autre esthétique. Et donc, peut-être, si vous voulez, dans l'évolution de la notion du beau, vous voyez comme ça des périodes, la grande période classique, et puis vous avez à un moment le retour du gothique. Tout à fait. Et puis maintenant, on est sans doute. Donc, qu'est-ce qu'il faut définir? C'est une beauté liée à l'environnement. Voilà. C'est pas facile à définir, en effet, vous avez raison. Henri Bava, le beau, vous êtes obligé de travailler avec tous les jours, puisque j'imagine que, évidemment, il y a un certain nombre de contraintes qui sont économiques, écologiques, logistiques, qui sont liées évidemment au foncier aussi, on y reviendra, puisque c'est un sujet de votre livre, François de Mazières. Mais c'est quoi le beau pour vous quand vous travaillez? C'est ce qui vous plaît à vous? C'est ce qui doit plaire au plus grand nombre? C'est ce qui émeut? Déjà, nous essayons de ne pas nous-mêmes qualifier un projet de beau ou laid. C'est plutôt une réaction, je dirais, des habitants, des intéressés. Et le beau, ou plutôt le bien, c'est vraiment d'arriver à travailler dans des lieux précis, de reconnaître les lieux là où on travaille, le déjà là. Le beau est souvent déjà là. Ah, donc vous rejoignez complètement François de Mazières quand il parle il ne faut pas casser pour reconstruire. Il ne faut pas casser, mais révéler. Il y a un travail de révélation que parfois les habitants côtoient au quotidien, des bords de fleuve, une vallée, un plateau et autres, et ils n'ont pas conscience de l'importance de leur site. Donc, les faire entrer complètement dans ce qu'ils vivent déjà au quotidien et travailler à partir de là. Je dirais que on n'est pas dans des projets utopiques abstraits. Dans utopie, il y a utopos, c'est-à-dire qu'on est en dehors du lieu, du topos. D'accord. Nous voulons travailler avec le topos, travailler avec le lieu et développer à partir du terrain. Il y a Bruno Latour qui parle d'atterrir. Il faut absolument éviter d'être abstrait, de plaquer. Le beau n'est pas des fois, c'est bien aussi de rêver un peu, non? Mais on rêve, on peut rêver à partir du... C'est là, le meilleur, c'est de rêver,
d'apprendre à rêver à partir de ce qu'on a et de développer. Il faut transformer les lieux. Okay. Il ne s'agit pas de les conserver tels quels, mais de les transformer. Et donc de les sublimer Les sublimer, qu'ils soient résilients. Et puis, souvent, on nous demande de créer des quartiers, de développer des villes, donc avoir plus d'habitants. Et le défi, je dirais, c'est de créer plus d'habitants et plus de biodiversité en même temps, ce qui n'est pas évident, ça paraît être un défi, mais on y arrive. Donc plus de biodiversité, c'est-à-dire plus de végétation, plus de plantes, plus d'animaux et plus d'humains. Le tout dans des lieux qui sont ce qu'ils sont, donc qui fonctionnent. Qui ne font pas à géométrie variable et qui doivent fonctionner. Donc, en tenant compte de tous ces habitats, vous avez raison de le préciser. Il y a beaucoup d'habitats, donc il faut croiser ce qu'on appelle l'humain et le non-humain. On se rend compte que aujourd'hui, les habitants, quand nous discutons en participation avec eux, ils en ont envie. Ce n'est pas une idée qu'on plaque, ce n'est pas une idée du beau qui est plaquée. Il y a une volonté de vivre on peut dire en harmonie avec la nature. Et je dirais presque un besoin, on l'a vu dans la période post-Covid aussi, il y en a beaucoup qui ont fui certaines grandes villes pour ces raisons, d'ailleurs parce qu'ils recherchaient les éléments dont vous venez de faire mention. Frédéric Quevillon vient de parler de ce qu'il ne fallait pas détruire finalement, de conserver le bâti pour reconstruire intelligemment. Des fois, on parle aussi dans cette émission du manque de logements en Ile-de-France, de cette pénurie de logements, de cette nécessité d'en construire de nouveaux. Comment est-ce qu'on doit réfléchir à ce qui n'existe pas encore et qui doit sortir de terre et de toutes pièces ? Alors, ça ne sortira pas forcément de terre, parce qu'en effet, il y a un gros manque de logements, il y a des pressions foncières qui sont très très fortes, mais il y a quand même différentes réglementations qui sont en train d'évoluer sur tout ce qui est transformer le bâti, transformation de bureaux en logements. Il y a tout un listing à faire des bâtiments vides qui peuvent aussi héberger des logements et qui peuvent aussi aider à compenser le besoin de logement qu'il y a en Ile-de-France. Et je pense que ce besoin de logement peut être fait intelligemment avec les communes, les différents bailleurs sociaux et les différentes entités, architectes, paysagistes et promoteurs, qui peuvent permettre d'avoir des logements intelligents, intelligibles. Moi, après le Covid, on m'avait posé la question de qu'est-ce que c'est le logement du futur ? J'avais répondu, c'est peut-être le logement d'avant-hier. Parce que je suis d'accord qu'hier, il y avait peut-être eu des bêtises qui ont été faites, je ne vais pas jeter la pierre, mais ça a été fait dans des conditions peut-être particulières aussi. Mais il n'empêche que le logement d'avant-hier, qui est le logement de ma grand-mère, les murs sont épais, il y a de l'inertie, les fenêtres sont bien disposées, et voilà, toute cette réflexion qui est logique, qui est à reprendre dans les projets. Et je pense que les architectes, paysagistes et maîtrises d'ouvrage reviennent à ces choses-là, et voilà, il n'y a pas de logique d'avoir une même façade au nord et au sud. Le logement du futur, c'est celui d'avant-hier. C'est intéressant comme réflexion. Ça dit quelque chose aussi de la manière dont on ne cesse d'évoluer, de se remettre en question et de penser nos villes. On n'a pas encore parlé du foncier, du prix évidemment de ce foncier, des contraintes évidemment qui pèsent, que ce soit sur le prix, mais sur le volume aussi de foncier disponible. Vous apportez des éléments de réponse dans votre livre, François de Massière. C'est une sorte de guide pour les élus, pour les décideurs. L'idée, c'est de dire quoi sur le foncier ? Parce que malgré tout, on fait avec une ressource limitée et de plus en plus rare. Oui, alors c'est dire aussi que les élus ne doivent pas avoir peur, si vous voulez, de se saisir du foncier. Parce que si vous avez un projet ambitieux, si vous avez un projet qui porte tout ce qu'on vient de dire, si vous voulez, il faut parfois que les élus prennent la propriété. Il m'est arrivé, je cite des exemples dans ma propre expérience de maire, si vous voulez, de revenir sur des projets qui étaient des projets plutôt d'une autre époque, construction sur dalle, centre commercial. Voyez. Et là, je n'ai eu qu'une solution, si vous voulez, c'est que la mairie achète, quitte ensuite à le valoriser de façon différente. Donc, en fait, si vous voulez, il ne faut pas avoir peur. Et c'est vrai que c'est un livre un peu de praticien par certains côtés. Dire, voilà, les expériences qu'on a pu voir dans cette ville, mais aussi dans d'autres, parce que j'ai essayé de voir, bien sûr, beaucoup d'autres villes. Dire, prenez ces petits moyens qui vous permettront peut-être d'avoir cette ambition que tous les trois en expriment, qui est de dire, d'avoir une ville belle, équilibrée, la notion beau étant effectivement difficile, mais on sent qu'elle est là, elle doit être présente, il faut l'assumer. Et ça veut dire aussi un agrément de vivre, tout simplement. Et ça, c'est le grand enjeu pour tous les praticiens. C'est le talent, après, c'est leur talent. C'est votre talent, et puis c'est votre métier, pour le coup, de tous les jours. Oui, et je veux dire, il y a le foncier, et puis il y a les sols.
un chapitre très important du travail. Je suis très heureuse que vous puissiez aller sur ce sujet. Parce que c'est un sujet extrêmement important. Et donc les sols, et c'est là où nous ne sommes pas uniquement dans l'avant-hier ni dans l'aujourd'hui. On est dans le demain, là. Demain, oui, bien sûr. Il faut ouvrir les sols. Donc les sols ont été pétrifiés pendant des années. Ouvrir les sols. Il faut ouvrir, donc ils sont recouverts d'asphalte, de bitume. Et on sait que quand on ferme les sols, c'est ce que disent les Allemands. Les Allemands parlent de sols fermés ou ouverts. Vous savez ce que j'allais vous demander? Est-ce qu'on doit aller regarder du côté de nos voisins, et notamment de nos voisins allemands? Bon, bah alors on y va. Allons-y. Ils parlent de sol ouvert ou fermé. Quand le sol est fermé par une couche, quelle qu'elle soit, d'asphalte, de bitume ou de béton, l'air n'y pénètre plus et l'eau de pluie non plus. Donc sans air, sans eau, ça donne des sols qui sont perméables. Les sols meurent. Qui sont imperméables, pardon. Si c'est imperméable, le sol meurt. Donc il faut réouvrir les sols pour que l'eau puisse y pénétrer, s'infiltrer, que l'air aussi. Et on sait qu'avec l'air et l'eau, qu'ils deviennent fertiles. Et quand on parle de biodiversité en ville, avec toute une série de végétaux possibles, de palettes végétales, d'animaux et autres, il faut que les sols soient ouverts pour permettre cela. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la désartificialisation des sols? Alors en France, on dit désartificialisation, ce qui est déjà difficile à prononcer. Impossible, alors que sol ouvert, finalement, c'est beaucoup plus simple. Sol ouvert, à partir d'aujourd'hui, sachez que je dirais sol ouvert. Donc on commence par ouvrir nos sols, et ensuite, comme ça donne de nouvelles perspectives aussi à ce qu'on peut construire. Bon, à Versailles, vous avez quand même hérité, et je me permets d'aller sur ce sujet, d'un patrimoine hors norme. Ce n'est pas le cas partout ailleurs. C'est vrai qu'on parle du beau. À Versailles, ce patrimoine rend nécessairement la ville plus belle. Est-ce que les conseils que vous appliquez dans cet ouvrage, vous avez conscience qu'en fait, chaque ville est unique? Chaque terrain est unique, chaque écosystème l'est aussi. Et donc, comment est-ce qu'on fait au cas par cas, puisque c'est là que ça se complique, évidemment? Oui, d'ailleurs, je commence mon livre là-dessus, si vous voulez. Ce qui est important, je pense, c'est que chaque ville a son histoire, a sa spécificité. Tout simplement, ça vient des sols aussi, de la géographie. Si vous voulez. Il faut respecter cette histoire. La première des choses pour une équipe municipale, c'est de construire une histoire commune. Et il ne faut surtout pas vouloir prendre exactement la même chose que celle qui réussit chez le voisin. Il faut au contraire s'inscrire dans cette histoire. Héritage-là, et en se disant, attention, au XXIe siècle, je dois continuer à aller dans la modernité. Je ne suis pas du tout quelqu'un, si vous voulez, qui dit, il n'y a que le passé qui existe. Pas du tout. Il y a énormément de talents d'architectes, de paysagistes aujourd'hui qui sont extraordinaires, qui vous permettent de mettre tout simplement, de franchir une étape supplémentaire dans une histoire. Mais par contre, il faut qu'ils s'imprègnent de l'histoire d'une ville. Vous voyez, mais on parlait de certains ratés du XXe siècle en Île-de-France. Malheureusement, on en a quelques exemples. Vous parliez de ces tours de béton qui sont quand même... C'est un terrain qui est difficile. Mais même pour des gens d'un talent fou, c'est extrêmement difficile. C'est très difficile. D'ailleurs, moi, vous savez, on connaît que les deux quartiers centraux de Versailles, parce que voilà, ces quartiers C'est vrai qu'on a tendance à résumer Versailles à certains de ces quartiers. Or, je vous emmène dans des quartiers qui sont des quartiers qui ont été construits dans les années 70, quartiers de grands logements sociaux, et évidemment, c'est d'autres problèmes. Oui. Mais pour autant, si vous voulez, pour moi, c'était vraiment avec mon équipe une priorité, justement, de dire qu'est-ce qu'on faisait dans ces quartiers. Et rien qu'au moment, si vous voulez, il a fallu isoler ces bâtiments par l'extérieur, eh bien, le fait de requalifier par un traitement intelligent des façades, ces bâtiments, ça donne une fierté. Puis sur les pignons, c'est des grands immeubles, c'est assez moche, il faut bien reconnaître, sur les grands immeubles, sur ces grands pignons d'immeubles, on a fait intervenir des artistes. Et je dois dire que ce quartier, on a conçu une fierté. Et on le voit à l'image, et c'est en effet très réussi, et ça change tout. Le mot de la fin pour vous, Henri Bava, dans le livre de François de Mazières, on lit « Fuir l'ennui ». Moi, une de mes formules préférées, c'est « tout sauf l'ennui », donc ça me parle bien. Comment est-ce que comment vous avez cette ligne de conduite dans votre métier du quotidien, disons ? Fuir l'ennui, c'est peut-être s'inspirer de Michel Serres plutôt que Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau parlait du contrat social. Oui. Donc, entre humains, on a faire société, il y a tout un récit qu'on peut développer. Mais avec Michel Serres, nous parlons de contrat naturel. Donc, bien sûr, le contrat social reste entre nous, mais laisser la place à la nature. Quand on parlait des quartiers de Versailles et autres, ils sont peut-être à repenser sur le plan architectural, et puis il faut profiter de la lisière de forêt, profiter d'être à proximité du parc, créer des chemins. Et donc, il y a toute une intelligence, je dirais, collective, encore une fois, à développer pour non pas sombrer dans l'ennui, mais au contraire vivre pleinement notre ville et notre paysage.
C'est un très beau mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux en plateau. Merci Henri Bava, merci beaucoup François de Mazières et merci également à Frédéric Quevillon qui était présent avec nous en visio. Et je vous propose de passer maintenant à l'entretien culture. C'est parti. Le Petit Palais accueille avec l'aide et les généreuses contributions du Palais Galliera une exposition magnifique consacrée à l'invention de la haute couture, Worth. Alors par Worth, on peut comprendre valeur et puis on doit surtout comprendre Charles-Frédéric Worth, le fondateur d'une maison de luxe parisienne qui a joué un rôle majeur de précurseur dans la création et la haute couture. On va en parler avec Raphaël Martin-Pigalle. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes commissaire de cette exposition magnifique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on comprenne qui était cet homme qui est quand même au centre de cette exposition. Qui était Charles-Frédéric Worth, qu'on considère quand même comme l'inventeur de la haute couture. C'est pas rien, hein. En effet, c'est souvent une personnalité aujourd'hui méconnue, voire oubliée du grand public. Et c'est une exposition qui vise effectivement à le remettre à sa place dans l'histoire de la création de la haute couture, puisqu'on le qualifie souvent d'inventeur de cette haute couture. Et donc c'est l'ambition de cette exposition qui est proposée au Petit Palais en coproduction avec le Palais Galliera et deux autres commissaires que sont Sophie Grossior et Marine Kiziel. Ce qui est génial, c'est qu'on dit qu'il est l'inventeur de la haute couture et puis de cette mode parisienne, alors même qu'il était anglais. Hein. Tout à fait. Il est anglais, il arrive à Paris au milieu du 19e siècle, en 1846, oui. Et il va imaginer fonder sa maison rue de la Paix. Au 7 rue de la Paix, Worth and Boberg House. Qu'est-ce que c'était ? Alors en fait, quand il arrive à Paris, un peu désargenté, il va commencer comme commis dans une maison de nouveautés. Et puis très rapidement, sûrement contraint, fourmillant d'idées, il va imaginer créer sa maison avec Boberg, Otto Boberg, qui a sûrement l'aisance financière qui lui permet aussi de s'associer et de prendre son indépendance et donc de créer cette maison. Quand on dit maison, pardon, c'est quoi? C'est un atelier? C'est une boutique? C'est une boutique. C'est une boutique de plein pied, mais avec en fait, et c'est ce que tend à démontrer l'exposition, c'est tout un univers en fait. Au premier étage, on a des salons dans lesquels se succèdent les clientes, mais on a aussi, et c'est là la grande force de cette maison, les ateliers, des ateliers de couture, oui. Des ateliers d'emballage, de photographie. Derrière le grand homme qu'on réhabilite aujourd'hui, on découvre aussi tout cet écosystème. Tout cet univers et ces petites mains, sans que ce soit péjoratif, qui ont fait aussi cette grande maison. Alors on sait à quel point ces petites mains qui n'en sont pas du tout, justement, sont absolument essentielles dans cet écosystème de la haute couture et des belles maisons. Et l'exposition commence justement sur tous ces métiers de l'ombre et cette expertise en fait que la maison aussi a fait grandir. Justement, vous avez décidé de lui rendre hommage dans une très belle rétrospective chronologique avec un nombre colossal de pièces. Vous avez parlé évidemment du Palais Galliera, qui est un peu notre musée de la mode, le Philadelphia Museum of Art, le Met, le Victorian Albert Museum, le Palazzo Pitti, beaucoup de collections privées aussi. Au total, c'est 400 pièces qui sont présentées. Il y a évidemment des vêtements, évidemment des accessoires, mais il y a aussi des objets d'art, des peintures. Qu'est-ce que cette fresque d'œuvre est censée nous présenter? C'est censé nous dire quoi? Alors, l'idée, c'était justement de dépasser aussi le seul modèle, qui sont quand même l'essentiel et le cœur de l'exposition, avec un peu plus de 80 modèles qui sont présentés, dont la majorité viennent du Palais Galliera et des collections publiques françaises, mais de le remettre justement dans un contexte de création, puisque l'exposition présente presque 100 ans de mode. Hein. On passe du Second Empire à l'entre-deux-guerres, et donc de 1850 à peu ou prou 1950. Et c'était de remettre aussi dans un contexte, sous le Second Empire, de renouveau de l'industrie française, notamment les soieries lyonnais, et donc l'évolution finalement de l'histoire de la mode. Et voilà, l'évolution et de la silhouette de la femme. Tout à fait. Et de tout ce système aussi, c'est-à-dire les défilés de mode sur mannequins vivants, la saisonnalité. Dit comme ça peut être très étrange, sur mannequins vivants. Oui, parce qu'on n'a pas toujours fait défiler des mannequins. Non, effectivement, c'est la maison Worth qui va imaginer à la fin du 19e siècle les défilés comme on les connaît aujourd'hui avec des mannequins. Alors dans la première partie de l'exposition, vous évoquez les débuts de cette maison de 1858 à la Première Guerre mondiale et un succès, il faut le dire, rapide, fulgurant, avec une clientèle tout de suite qui est au rendez-vous. Moi, je trouve ça assez incroyable parce que bien sûr, il y a des figures, il y a la princesse von Metternich qui porte aussi cette maison, il y a la cour impériale, l'impératrice Eugénie, tout de suite, c'est des grands noms, mais on se rend compte, quand il y a un public, moi, je me dis tout de suite qu'il y a eu un génie, il y a quelque chose, c'est une rencontre entre une offre et une demande, et la demande, elle était là. Hein.
La demande, elle était là. La maison Woerth a aussi eu pour elle d'être rapidement fournisseur officiel du Second Empire et du couple impérial, en particulier de l'impératrice Eugénie qui était grande cliente, et c'est sûr que ça lui a ouvert toutes les cours européennes à l'époque, mais sa grande force aussi, ça a été, passé 70, de survivre à la chute de l'Empire et de se tourner notamment, et aussi du fait qu'il parlait couramment l'anglais, mais comme toutes ces vendeuses, et c'est ce qu'on apprend aussi, vers toutes ces clientes, ces riches clientes américaines, et c'est aussi ce qui explique que la plupart des prêts viennent d'outre-Atlantique. On découvre aussi qu'on faisait du prêt-à-porter, des costumes d'opéra, des tenues de bal. En fait, ce qui le caractérise assez vite, et vous avez utilisé ce mot, je crois, tout à l'heure, c'est le terme de silhouette. Oui. Tout de suite, on dessine une silhouette et on dit quelque chose de la femme de son temps. Oui. Comment est-ce que vous définiriez les premières silhouettes ? Alors, l'exposition, ça aussi d'assez formidable, c'est qu'on passe de la crinoline à la tournure, donc voilà, le volume se déplace à l'arrière de la robe, et puis on oublie aussi souvent que Paul Poiret a fait son apprentissage chez Woerth, donc on arrive aussi dans les années 1920 avec une ligne totalement différente. On voit effectivement l'évolution de la silhouette, on voit aussi cette ligne princesse qui est l'invention de Charles Frederick Woerth, qui va imaginer justement abolir la couture au niveau de la taille, et proposer cette ligne très sinueuse et très gracieuse. Donc c'est vrai que c'est un vrai voyage aussi dans cette évolution, et peut-être une contrainte moindre pour les femmes dans les robes qu'on peut connaître encore aujourd'hui. Et cette adaptabilité assez vite des tenues aussi, au fil de la journée. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est un homme qui avait compris les femmes ? C'est un homme surtout qui s'adapte à son temps et au marché aussi qui s'offre à lui, puisque c'est aussi une époque où on se change moult fois dans la journée. Il y a des robes pour toute situation, des tea-gowns, donc des robes pour recevoir chez soi à 5 heures de l'après-midi en toute simplicité pour prendre le thé, mais aussi des robes de bal qui étaient une des spécialités dans laquelle la maison était connue et reconnue, mais aussi les robes de ce qu'on appelle le travestissement, qui font les grandes heures en fait de la maison Woerth. Alors, comme sous le Second Empire et la fête impériale, en fait, ce sont des bals costumés qui se multiplient et pour lesquels il faut produire énormément de tenues justement pour toutes ces multiples bals où il faut exceller dans la robe la plus extraordinaire. Oui, il faut rivaliser, et donc c'est une période aussi de démesure finalement quand on pense à ce qu'est la mode. Oui, mais qui va perdurer en fait, parce qu'on le retrouve aussi notamment chez les riches new-yorkaises et américaines outre-Atlantique passé les années 70, et on a notamment un travesti parapluie qui provient des collections Galliera qui lui date des années 20, donc on voit une certaine pérennité et tradition dans ces robes de travestissement qui sont assez extraordinaires effectivement. Alors en 1895, il y a évidemment le décès de M. Woerth, son fils qui reprend la maison. Est-ce qu'il s'inscrit tout de suite dans la lignée de son père ? Est-ce que cette transition se passe bien et est-ce qu'elle est synonyme de continuité ? Alors tout à fait. En fait, c'est aussi l'ambition de l'exposition, c'est au-delà du seul patriarche qui était Charles Frederick Woerth, c'est de montrer que, et c'est rarement le cas, que cette maison de couture est restée aux mains de la même famille pendant près d'un siècle. Et donc ses fils et petits-fils derrière lui vont rapidement prendre et voire même travailler avec lui avant même son décès. Son fils Jean-Philippe et son second fils Gaston vont reprendre avec lui la maison. Et en fait, on n'a pas de fracture et on a vraiment une transmission et une tradition qui s'installe, qui s'instaure jusqu'au XXe siècle. Pourtant, ça ne s'invente pas. On se dit que quand on reprend une maison comme celle-ci, avec ce savoir-faire... Alors le savoir-faire, il peut rester évidemment. Les équipes, on parlait de cette institution et donc de cette fourmilière de talents, mais malgré tout, il faut avoir la vision. Donc la vision, il l'avait. Oui, il y avait sûrement un atavisme, une sensibilité, un goût assuré et certain dans cette famille qui sont chacun d'eux tous grands collectionneurs. Charles Frédéric, en premier lieu, dès l'adolescence, fréquente les musées londoniens, va être grand collectionneur de peintures anciennes notamment, de livres rares ou de gravures dans lesquelles il puise son inspiration. Mais après lui, ses fils et petits-fils seront pareillement collectionneurs, alors d'œuvres anciennes, mais aussi d'œuvres contemporaines d'artistes de leur temps. Et ça, je pense que ça a entretenu aussi ce goût pour le beau et cette ressource inépuisable d'inspiration pour leur modèle. C'est vrai que cette reprise par les fils intervient aussi dans une époque qui change, évidemment, qui évolue. C'est un autre moment d'histoire. Oui. Comment est-ce qu'on le voit dans les tenues ? Comment est-ce qu'on le voit dans les silhouettes ? Alors, c'est une maison aussi qui n'a cessé de se renouveler aussi avec le goût de son temps, avec les attentes des clientes, puisque la maison
habille essentiellement, voire uniquement des femmes, mais aussi avec, notamment au basculement au XXe siècle, une volonté avec des nouvelles matières qui apparaissent et puis des coupes qui s'adaptent aussi, comme on le disait, aux heures du jour, mais aussi à toutes les activités qui se multiplient. Donc c'est répondre en fait à cette demande, à cette clientèle exigeante, mais qui sait aussi ce qu'elle veut et puis qui évolue dans cette société, on le sait. Cette symbolique sociale du vêtement, elle est très intéressante et on oublie souvent la création d'une presse spécialisée avec la Gazette du Bon Ton. Là aussi, ça vient institutionnaliser la mode, institutionnaliser la place finalement du vêtement et de la mode dans la société. Oui, alors les périodiques sont un relais extraordinaire pour toutes ces créations, mais avant les périodiques, on peut même parler de la peinture, parce que c'est aussi l'occasion pour toutes ces grandes clientes de se faire portraiturer à dessin dans des robes de la maison Wörth, qui signent aussi leur bon goût certain, et puis leur aisance financière. Il y a une idée de monstration aussi quand on se fait présenter en pied dans une robe de Wörth, et donc il y a là aussi peut-être une tradition qui s'installe au travers et de la peinture, et des périodiques et à terme de toutes ces publications qui aussi relaient l'idée de ce qu'il convient de porter, de la robe la plus magistrale et des silhouettes qu'il convient d'arborer. Donc les fautes de goût, ça existe déjà? J'imagine que ça date de tout temps. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce bleu Wörth qui est devenu complètement incontournable? Oui, il y a une déclinaison en fait qu'on note surtout à la fin du 19e, au début du 20e, de ce bleu Wörth qui va se décliner dans, contrairement au bleu Klein, il n'y a pas un bleu Wörth en particulier, mais on sent une sensibilité pour cette couleur qui est déclinée dans toute tenue au tournant du 20e. En 1924, la maison lance son premier parfum dans la nuit, puis d'autres qui vont suivre, designés par la très belle maison Lalique. Cette diversification, c'est aussi la preuve finalement que la maison continue à vivre avec son temps. Oui, je pense que c'est aussi l'occasion de se renouveler. Et puis, comme toute maison de couture à l'époque, les parfums de couturiers, Poiret avant Wörth bien sûr, ou Madame Chanel dans les années 20, avaient avant Wörth imaginé développer un peu les produits proposés. Donc la maison Wörth va multiplier à son tour, mais c'est aussi la rencontre en fait d'un parfumeur qui est Maurice Blanchet, qui est notamment l'inventeur de la Cité des Parfums à Suresnes, de bien sûr la maison Lalique, qui va imaginer tous les flacons de parfum et élever le flacon au rang aussi d'œuvre d'art pour la maison Wörth, et puis de Wörth et en l'occurrence de Jean-Charles, son petit-fils, sous lesquels vont se décliner tous ces parfums, et à partir de 1924 et notamment de Dans la nuit, qui est le parfum iconique le premier, et puis surtout de Je reviens, qui sera dans les années 30 le best-seller de la maison. C'était une prise de risque au début, c'est pas forcément évident. C'est vrai que vous avez cité les exemples de Chanel, de Poiret évidemment, mais est-ce que quand on est une maison aussi installée, qu'on a déjà tellement fait ses preuves, se lancer dans le parfum, ça peut être périlleux? Je pense que ça répond aussi à une attente à l'époque de la clientèle, et devant le fait que la plupart des maisons de couture multiplient aussi à leur tour les parfums, ça s'imposait sûrement que de proposer à son tour son parfum pour une maison comme la sienne. Et au début, on a coutume de dire que c'était plutôt des parfums qui étaient offerts avant d'en faire commerce. Ah d'accord, tout s'explique. Vous recréez cet environnement incroyable, vous redonnez vie à la mythique rue de la Paix et à ces maisons incroyables, Paquin, Doucet, Deuillet ou encore Poiret. On en a beaucoup parlé pendant l'émission. C'est vrai que ça fait du bien de se retrouver dans ce Paris-là, et ce Paris de la haute couture, cette rue de la Paix avec ses maisons mythiques. Vous nous proposez également des vidéos modelées par le journaliste Loïc Prigent qui détaillent la construction de 4 emblématiques de la maison ainsi que les coulisses de l'habillement des mannequins. Pourquoi ce choix ? Alors, faire un peu de pédagogie? Oui, c'était important aussi pour nous, parce que je pense que souvent on voit les commissaires des expositions, la preuve de ma présence sur ce plateau, mais on oublie là encore les coulisses d'un montage d'exposition, et qui est vraiment son importance dans une exposition de mode où s'affairent les restaurateurs, les mannequineuses, quand on pense effectivement à tout ce travail de restauration préalable pour des supports qui sont extrêmement fragiles. Et c'est peut-être aussi la spécificité d'une telle exposition, c'est que la
plupart des modèles, voire la totalité, ont été restaurés. Et par ailleurs, quand on a coutume de dire, on expose 3 mois, on range 3 ans. Et donc les textiles, comme les arts graphiques, sont extrêmement sensibles à la lumière d'une part, mais aux tensions par ailleurs. Et donc on a beaucoup de chance de pouvoir découvrir ces pièces. Ne seront plus du tout présentées comme la robe au lys de la comtesse Greffule, qui sera dorénavant, si elle est présentée, elle le sera à plat. Et donc c'était aussi l'occasion, au travers de ces captures et de Loïc Prigent, qui nous a fait l'honneur de montrer toutes ces coulisses, de montrer comment se passe ce mannequinage, qui est quand même un moment singulier, et j'imagine aussi qui intéresse le grand public de comprendre les coulisses et comment se monte une telle exposition. Raphaël Martin-Piquet, une dernière question. Est-ce que Paris est la capitale de la mode? Ça ne peut être que oui, attention. Je pense que Paris demeure la capitale de la mode. Alors, au-delà de Charles-Frédéric Woerth, effectivement, et de tout ce bagage qu'il laisse aujourd'hui aux grands couturiers, effectivement, ça reste aujourd'hui, et le succès rencontré par l'exposition nous le prouve encore, et on s'en réjouit. Vous nous en faites une extrêmement belle démonstration à l'occasion de cette exposition et événement au Petit Palais Woerth. Merci beaucoup d'être venu nous en parler en plateau. C'était un grand plaisir. On passe à la rubrique Éco-Conso. C'est parti. Je ne vous apprends pas à quel point Paris et l'Île-de-France sont saturés. Blocage des aéroports parisiens par les taxis, opération escargot. Depuis le 19 mai, les taxis sont en grève et la colère ne retombe pas. Ça s'ajoute la colère et la mobilisation des agriculteurs. Bref, comptez 45 minutes de voiture pour parcourir en gros le centre de Paris. C'est extrêmement compliqué cette situation. Ça vous embête dans votre quotidien, évidemment. On va essayer d'y voir un peu plus clair et puis de comprendre les raisons de la colère. On va le faire avec vous, Benoît Perrin. Merci beaucoup d'être sur le plateau de Bienvenue en Île-de-France. Vous êtes directeur général de contribuables associés. En ce moment, c'est impossible de prendre un taxi et quand on en a un, on ne se déplace pas, on n'avance pas. On a envie de comprendre ce qui se passe, tout simplement. Les taxis sont en grève. Alors, les taxis sont en grève, effectivement, pour une raison finalement assez banale, c'est que on veut revoir leur système de rémunération. Le sujet central, c'est le sujet de ce qu'on appelle les transports sanitaires. Alors, qu'est-ce que c'est le transport sanitaire? Alors, c'est d'abord combien ça coûte? Ça coûte à peu près 6 milliards cents à la collectivité. Donc, c'est quelque chose qui est très, très important. Donc, ça, c'est le premier point, coût important. Deuxième point, qu'est-ce que ça concerne? Ça concerne à la fois les ambulances, les VSL et les taxis. Donc autrement dit, 3 modes de transport qui permettent à des patients qui sont atteints de maladies graves de faire des transports entre leur domicile et les hôpitaux. Et en fait, cette crise est en quelque sorte l'occasion de s'apercevoir que oui, il y a en fait pas mal de taxis qui vivent quasiment exclusivement d'argent public, c'est-à-dire de la collectivité. Mais pour répondre à un besoin, fondamental, mais ces malades, comment les transportent sinon? Alors, il n'y a pas 15 moyens, mais en revanche, ce qui est important dans ce cas de figure, c'est que les coûts ont explosé. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas pour le gouvernement de tout casser, de supprimer ces, entre guillemets, facilités de transport, surtout pour des patients qui sont encore une fois atteints de maladies graves. Le sujet, c'est juste de se dire, voilà, ces dépenses ont considérablement augmenté. Très concrètement, elles ont augmenté de 45% depuis 5 ans, sans qu'il y ait de raison majeure. Alors vous allez me dire, la santé, par définition, on est presque condamné à ce que les dépenses progressent pour une raison très simple, c'est qu'on a un vieillissement de la population. Donc les dépenses de santé globales, elles sont, entre guillemets, condamnées à progresser. Donc il y a une question de volume? Mais voilà, le problème, c'est surtout un problème de contrôle. Aujourd'hui, comme dans beaucoup de sujets liés à la dépense publique, vous avez en quelque sorte des prescripteurs, qui sont les médecins en l'occurrence, qui en fait ont tendance à avoir le stylo un peu lourd pour répondre justement parfois à certaines attentes, je crois, pas toujours justifiées des patients qui leur disent voilà, moi je veux absolument un transport sanitaire parce que je vais me faire opérer. Et comme on est dans un système où finalement le signal prix a disparu, autrement dit, personne ne paye personne ne sait combien ça coûte, eh bien, on a des médecins qui ont tendance malheureusement à prescrire de plus en plus ces transports sanitaires. Et encore une fois, ça ne se justifie pas forcément. Et il n'y a pas d'explication depuis 5 ans, on n'a pas fermé 15 hôpitaux, vous voyez, la population n'a pas vieilli. Donc il y a le vieillissement de la population, vous nous l'expliquez, ça c'est une tendance de fond. Exactement. Et derrière, il y a ces prescriptions qui sont faites par les médecins qui sont directement habilités aujourd'hui, c'est ça? Exactement. Alors il y a un certain nombre de critères, évidemment, tous les médecins, il ne s'agit pas que le patient demande à bénéficier d'un transport sanitaire pour que ça soit le cas. Soit éligible, effectivement. Néanmoins, on s'aperçoit que par manque de contrôle important, notamment de manque de contrôle chez les médecins qui prescrivent beaucoup, parce que vous savez que l'assurance maladie, elle a des données sur quasiment tous les médecins, sur toutes les prescriptions des uns des autres, et je crois qu'il y a un manque, et le gouvernement s'en est aperçu, un manque de contrôle sur des gros prescripteurs qui effectivement sont largement au-dessus de la moyenne de leurs collègues, tout simplement, qui travaillent dans des zones à peu près similaires. Parce donc que là, c'est la sécurité sociale. Et au final, c'est la sécurité sociale qui paye, effectivement, et on l'a vu hier avec le rapport de la Cour des comptes, on a vu que la sécurité sociale est victime de déficits encore très importants,
15 milliards d'euros de déficit, il était prévu qu'il n'y en ait que 10. Et la Cour des comptes dit 2 choses très importantes hier. Elle dit attention, les dépenses de la sécurité sociale sont hors de contrôle. Et 2, attention, il y a un risque de liquidité. Risque de liquidité, ça veut dire quoi? C'est l'argent disponible. Exactement. Ça veut dire que si on ne fait rien, la sécurité sociale est susceptible de ne plus être en mesure de payer ses prestations. Et donc le gouvernement essaie par tous les moyens, maintenant on le sait, de trouver des économies. Et les transports sanitaires, voilà, exactement. Je vous promets que j'ai retenu. Et les transports sanitaires, et ben en fait, ça pèse beaucoup. Donc je vous l'ai dit, c'est quasiment 7 milliards d'euros. 7 milliards d'euros, c'est 70% du budget de la justice. C'est énorme. Donc c'est absolument énorme. Et encore une fois, une progression injustifiée. Alors pardon, mais là, ce qui est en discussion, c'est une nouvelle tarification. C'est même pas une réduction du volume de personnes concernées par ces transports sanitaires. C'est donc une nouvelle tarification. C'est une manière de répondre au problème? Alors exact. Alors ce que a prévu le gouvernement pour essayer de limiter les coûts, les économies, on parle de 300 millions sur à peu près 3 milliards de coûts de taxi. Donc autrement dit, on est sur une économie d'à peu près 5%. Donc c'est pas une économie qui est monstrueuse. Et effectivement, le gouvernement se dit... Pour les taxis, ça fait mal. Ils perdraient un tiers de leur activité, c'est ce qu'ils disent. Alors c'est ce que certains disent, et c'est certainement vrai, il n'y a pas de raison qu'ils racontent des cracks. Néanmoins, ce que le gouvernement cherche à faire, c'est en fait à mutualiser. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est aperçu que un certain nombre de taxis facturent évidemment l'aller, et ensuite rentrent à vide de l'hôpital. Oui, et le gouvernement veut faire en sorte qu'en fait, cette facturation soit moins importante dans ces cas de figure, et donc du coup stimuler en quelque sorte les taxis à avoir tout le temps quelqu'un évidemment dans leur taxi. Est-ce que c'est toujours possible? Alors, je ne dis pas que c'est toujours possible, mais en tout cas, il faut essayer. Et deuxième point, à faire le maximum de covoiturage. Là aussi, quand c'est possible, c'est-à-dire récupérer des patients dans la même zone géographique. Alors, ça ne concerne évidemment pas les campagnes, ça va de soi. Mais dans les villes, par des dispositifs de traçage, il est tout à fait possible de mutualiser des trajets pour effectivement faire une espèce de covoiturage, évidemment quand c'est possible. Parce que quand les gens sont gravement malades, évidemment, il y a des situations où ce n'est pas possible. Mais simplement s'interroger sur est-ce qu'on peut optimiser ce système qui coûte cher, c'est intéressant ce terme de l'optimisation, c'est ça finalement, c'est pas casser le système tel qu'il est, c'est essayer de trouver des solutions pour que ça soit plus raisonnable, que ça coûte moins cher et qu'on dépense moins sur le budget de la sécurité sociale. C'est exactement ça. Non seulement c'est pas pour le casser, mais c'est surtout pour le sauver. Le problème, c'est que si on ne fait rien, demain on n'aura plus de service. Plus rien. Donc soit on fait chacun dans nos domaines respectifs un peu d'économie et à ce moment-là on redresse les comptes et on ne casse pas tout le système auquel on est, je crois, globalement tous attachés. Bien sûr. Soit on cherche des pistes d'économie, des sources d'optimisation, et il y en a partout dans la dépense publique, sauf que là, c'est effectivement quelque chose qui pèse lourd, et encore une fois, dont les dépenses ont augmenté sans justification majeure. Donc c'est, je crois, tout à fait normal que le gouvernement s'y attelle. Et on découvre aussi le problème d'une dépense publique excessive, c'est-à-dire que comme vous avez beaucoup de Français qui dépendent de l'État, et ben par définition, quand vous baissez la dépense publique, qu'est-ce qui se passe? Et ben vous pénalisez des corporations entières qui dépendent d'argent public. Oui, bien sûr. Et donc, je crois ce qui est un vrai problème aujourd'hui, c'est que quand vous baissez la dépense publique, il faut comprendre que c'est 1 euro de moins que vous donnez aux Français, à un Français ou à une entreprise française. Et donc ça le pouvoir d'achat des entreprises et des Français qui se contractent. Nouvelle journée de manifestation aujourd'hui, 2 réunions ministérielles. La première réunion en présence de François Bayrou, c'était à propos de la concurrence aussi des VTC, parce que ça aussi, ça pèse lourd sur les taxis. Là, il y a quelque chose à faire? Alors là, c'est vrai que c'est un vrai sujet pour le coup. C'est compliqué, hein? C'est compliqué, et le sujet central, c'est en fait le coût de la plaque pour les taxis qui sont souvent achetés très cher. Donc, c'est ce que disent d'ailleurs les taxis qui sont mobilisés pendant cette grève. Ils disent, moi, je ne peux même pas faire grève parce que de toute manière, ça me coûte trop cher de faire grève. Et ben voilà, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, ils ont acheté très cher leur plaque, et donc du coup, on est dans un système un peu bridé, un peu cornaqué, qui fait qu'au final, des gens se sont endettés pour pouvoir travailler. Et aujourd'hui, c'est normal qu'ils trouvent scandaleuse une concurrence qui est parfaitement déloyale. Et je crois que finalement, le seul système un peu pour mettre fin à ces systèmes de rente, c'est de racheter, je ne vois pas d'autre solution, de racheter aux taxis, comme dans plein de domaines, effectivement, leurs plaques, pour qu'effectivement déréguler le marché, mais en éteignant en quelque sorte les emprunts qu'ont fait ces gens-là pour de bonnes raisons. Et donc la rente... C'est possible, ça? C'est sur la table dans les discussions? Je ne crois pas que c'est sur la table parce que ça coûte très cher, mais je crois que malheureusement, il faut, quitte à investir beaucoup aujourd'hui, au final, ça vous permet effectivement d'économiser au long terme. Mais là, aujourd'hui, le sujet, c'est simplement effectivement d'essayer de calmer la grogne des taxis sur l'aspect sanitaire. Vous croyez que ça va se calmer ?
Je ne crois pas que ça va se calmer pour une raison très simple, c'est que François Bayrou ce matin à la radio expliquait qu'a priori il n'allait pas reculer et qu'il fallait faire des économies partout, qu'il allait faire un grand plan justement d'économie et que les taxis et faisait partie de ce plan d'économie. Exactement. Et s'ils cèdent sur les taxis, ça veut dire que chaque corporation qui va se sentir menacée par une économie, et ils seront nombreux à être menacés par ces économies. Très probablement, on va arriver dans des temps malheureusement de friction, je crois, assez importante, parce que vous avez l'État qui va devoir faire des économies parce qu'encore une fois il n'y a pas le choix. Malheureusement. Et deuxièmement, parce qu'il y a des professions qui vont être impactées et donc du coup qui vont se soulever les unes après les autres. Donc je crains qu'effectivement cette grève soit pas la première et concerne de plus en plus de professions et malheureusement. On va encore avoir du mal à trouver des taxis et même à se déplacer tout simplement dans Paris, donc dans les prochains jours. Merci beaucoup Benoît Perrin de nous avoir aidé à mieux comprendre cette situation et cette grève des taxis. Excellente soirée à tous sur le Figaro TV. Je vous retrouve demain dans Bienvenue en Ile-de-France.